Donc les amis, on continue les cours. Je vais vous passer la partie énumération de sous-domaines, hein, puisque ça a été vu et revu avec nos amis de chez TryAcme. Hein. Le but, c'est de savoir avec qui vous interagissez, comprendre les techniques de Google Dorking. Hein. Un simple site google.com va me donner beaucoup d'informations. Je peux utiliser DNS Dumpster que je vous avais déjà présenté. On a Sublister qui est un très bon outil pour exfiltrer énormément d'informations à partir du serveur, enfin des serveurs DNS. Après, ça va être à vous de modifier les outils. Hein. C'est en Python 3 pour scanner plus lentement, hein, pour pas vous faire dégager par les robots de Google, hein, qui vont voir que vous automatisez, et généralement Google n'aime pas, hein, qu'on automatise via des scripts. Donc il faut trouver des parades, réécrire les outils ou faire des scans très lentement. Hein, donc voilà, DNS Dumpster, Sublister. Je vais aller très très vite, allez jeter un petit coup d'œil. Je vous mettrai les liens des repos GitHub associés. Voilà, donc ça, la partie information gathering, on va dire qu'on est bon. Hein, ça c'est fait, j'ai envie de dire. Donc on va revoir les bases des attaques web. Je vous avais parlé un peu du web server fingerprinting la dernière fois. Maintenant, on va se faire les verbes. Ça va être plutôt court, mais vraiment les bases, hein, à maîtriser. Sinon, vous n'allez pas comprendre le protocole HTTP. Pourquoi apprendre tout ça, hein? Je vous fais toujours le parallèle. Ça va être la capacité à terme, une fois que vous allez creuser ces domaines de compétences, de pouvoir exploiter manuellement des serveurs qui sont mal configurés. Ensuite, couvrir les attaques, hein, qui sont connues sur les systèmes dits embarqués. Hein, on parle de embedded device, et la possibilité aussi de se créer un shell en PHP custom pour attaquer des serveurs, puisque PHP est le langage de programmation que vous verrez le plus souvent, hein, qui va permettre le bon fonctionnement du site. Alors, je vous ai déjà parlé un petit peu du protocole HTTP, les verbes, hein, qu'on appelle méthodes en programmation et qui vont nous permettre de faire des actions. Hein. C'est un peu comme des modules et ça nous permet d'interagir avec les applications web, si je dois faire encore une fois des parallèles. Donc voilà, on va essayer de développer, enfin je vais essayer de développer un peu plus et que vous voyez ce qu'on a. Alors, les méthodes, hein, les plus communes en HTTP, c'est get, post, head, put, delete. Alors, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si on va rentrer dans les détails tout de suite, je reviendrai dessus de toute façon quand on parlera des interfaces de programmation, parce que ça c'est vraiment important. Ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est qu'on a des méthodes qu'on appelle idempotentes, hein, et ou sur. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a des méthodes sécurisées qui sont des méthodes HTTP qui vont ne jamais modifier les ressources. Je te donne un exemple, get ou head sur l'URL d'une ressource, hein, ça ne devrait jamais modifier la ressource. Cependant, c'est pas tout à fait vrai. Ça veut dire que ça ne va pas changer la représentation des ressources. Il est toujours possible que des méthodes sûres, entre guillemets, changent les choses sur un serveur ou une ressource, mais cela ne devrait pas refléter une représentation différente. Ça veut dire que, en gros, donc imaginons que je fais un get. Je fais un get et je tape dans blog 1, 2, 3, 4 et je fais un delete HTTP 1.1. Les méthodes sécurisées sont des méthodes qui peuvent être mises en cache prélevée sans aucune répercussion de la ressource. Donc là, théoriquement, ce qui suit, là, ce que je vous donne, c'est incorrect. Ça va pas supprimer l'article d'un blog, hein, dans notre exemple. Alors, les méthodes idempotentes, c'est des méthodes HTTP qui peuvent être appelées plusieurs fois sans résultat différent. Peu importe, hein, que la méthode soit appelée qu'une seule fois ou 10 fois, le résultat peut-être, devra même, toujours être le même. Ça, il faut bien retenir. Encore une fois, ça ne s'applique qu'au résultat, pas à la ressource elle-même. Donc ça peut toujours être manipulé. Hein. On peut par exemple modifier un eurodatage de mise à jour à condition que les informations ne soient pas partagées dans la représentation de la ressource actuelle. Je te donne un exemple. On va prendre A est égal à 4 et A++. D'accord? Les deux sont quoi? Sont des formes de présentation. D'accord? On a soit une incrémentation, soit
une initialisation, une déclaration. La variable A est égale à 4. D'accord? Donc le premier exemple est idempotent. Le premier exemple est idempotent, peu importe combien de fois nous exécutons cette instruction, elle sera toujours égale à 4. Bah oui, il se passe rien d'autre. Le deuxième, par contre, n'est pas idempotent. Qu'est-ce qui se passe? L'exécution de cette opération, par exemple, 10 fois, entraînera un résultat différent de celui de l'exécution de 5 fois. Pourquoi? Parce que c'est une boucle. D'accord? Étant donné que les deux exemples modifient la valeur de A, de notre variable, les deux sont des méthodes non sûres. Donc on dit qu'elles sont non sûres à partir du moment où ça modifie. Ça modifie et le A n'est plus le même. En effet, A, il n'était pas initialisé. Si tu commences à le déclarer, à l'initialiser et lui donner la valeur 4, tu viens de modifier son état. Et pareil, si A, tu l'incrémentes, et tu l'incrémentes 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, c'est pareil. C'est pas la même chose. On a modifié son état. Donc l'idempotence, c'est l'importance dans surtout la création, quand on va faire des API qui sont fault tolerant, qui sont tolérantes aux pannes. Supposons qu'un client souhaite mettre à jour une ressource via un post, étant donné que post n'est pas une méthode idempotente, si tu suis un petit peu, l'appeler plusieurs fois peut entraîner des mises à jour incorrectes. Qu'est-ce qui se passe si vous envoyez une requête post au serveur, mais que vous avez du jittering, vous avez un délai d'attente au niveau de votre bande passante? Qu'est-ce qui va se passer? La ressource, est-ce qu'elle est vraiment pleinement, réellement mise à jour? Le délai d'attente va se produire lors de l'envoi de la demande au serveur ou de la réponse au client. Est-ce que ça va pas poser de problème? D'accord? Est-ce que je vais pas demander plusieurs fois? Par exemple, quoi? L'effacement d'une ressource ou la création d'une ressource? Avec certaines méthodes, je peux refaire 10 fois la demande de mise à jour ou de création, il va rien se passer. C'est toujours la même ressource qui va être modifiée. Par contre, avec certaines méthodes, d'autres méthodes, si jamais j'ai du jittering, si jamais je tartine mon clavier, si je rafraîchis, si j'introduis des bugs au niveau des commandes qui seront envoyées, certaines méthodes vont pas créer ou effacer un fichier, elles vont en créer ou en effacer 1, 2, 3, 50, 100, en fonction des problèmes. Et si vous avez répété les demandes. Donc, vous voyez, c'est ce principe. Je ne vais pas encore rentrer dans les détails, mais on va dire qu'on a des méthodes sûres et des méthodes non sûres. Donc, soyez prudents quand vous traitez également des méthodes sûres. C'est pas parce que c'est sûr que c'est aussi parfait. Une simple méthode get, elle est sûre, en effet. Elle modifie une ressource. Mais il est possible que n'importe quel système Procli, s'il y a un client middleware, donc attaque de l'homme du milieu entre vous et le serveur, ou un squid proxy classique, qui est pas malicieux par exemple, qui va juste mettre en cache, un CDN, ce que vous voulez, le serveur va mettre en cache cette réponse. Un autre client qui souhaite modifier cette ressource via la même URL, n'appellera pas le serveur, mais va retourner les informations directement à partir du cache. Donc les méthodes non sûres et donc non idempotentes ne seront jamais mises en cache par les proxys middleware. Donc vous voyez, il y a une question d'architecture et des appels que vous faites. On a nos méthodes HTTP et je vais vous dire si elle est safe et si elle est idempotente. Alors, option, oui, elle est idempotente et oui, elle est sûre. Get également. Add également. Put, elle est bien idempotente, mais elle n'est pas sûre. Ok? Post, aucune des deux. Elle est ni idempotente, ni elle est sûre. Et delete, c'est comme put, c'est-à-dire que elle est idempotente, mais elle n'est pas sûre. D'accord? Si on doit résumer, et il y a patch. Et patch, c'est du no-no. Patch, c'est non idempotente et elle n'est pas sûre non plus. D'accord? Donc je vous mettrai tout ça, on redéveloppera lorsqu'on parlera des API, SOAP, REST, et puis Graph, SQL aussi. Plusieurs types d'API qui est bon de connaître après, puisqu'on utilise de plus en plus des API. Mais là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc je reviens à ce que je vous disais. Vous êtes néophyte et ce que je viens de vous expliquer, c'est du chinois, parce que vous n'avez pas encore les connaissances. Alors,
on a ce que je vous disais avant de vous parler de ces choses plus techniques, mais que je vais introduire parce que je suis pas sûr qu'on le fera dans les minutes qui viennent. On a des méthodes simples, enfin communes. Get, post, add, put, delete. D'accord? Get, généralement, on va récupérer de l'information. On peut passer de l'information via du get, mais elle va se faire dans la barre de tâches du navigateur. Donc t'imagines bien que quand je passe, par exemple, une variable password et une variable user, j'ai pas trop envie que ça se voit. D'accord? Donc pour ce faire, on va plutôt utiliser du post, qui est utilisé pour se connecter à des mires de connexion, à des services, etc., etc. Le head qui nous permet de récupérer uniquement les informations, les headers, les entêtes, au niveau de notre protocole. Et on va faire très simple, put pour mettre à jour une ressource à distance. Par exemple, quand un administrateur veut modifier une ressource à distance sur un serveur web, il va utiliser put. Et à l'inverse, vous l'avez compris, il va utiliser delete, donc supprimer, pour effacer une ressource. Alors, on va rentrer un petit peu dans les détails. Donc get omniprésent. Tous les jours, tu fais du get. Get récupérer littéralement, c'est utilisé pour faire une requête à une ressource. Ça, je te l'ai déjà expliqué. Grosso modo, quand un utilisateur veut ouvrir une page web, le navigateur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une requête get. D'accord? Toi, tu lui mets, je sais pas, www.totolehacker.fr. Lui, hop, tout de suite, il fait un appel. Il utilise la méthode get. Il tape à la racine, d'accord, de ton site, Toto le hacker. Il va charger, par exemple, page.php et il faut qu'il communique avec le protocole HTTP/1.1. C'est la dernière version. À partir de là, le serveur comprend et lui renvoie le code source qui va être affiché dans ton navigateur. D'accord? Alors, on peut lui passer des arguments pour permettre de communiquer avec l'application. Donc, get peut passer des arguments à l'application web directement. D'accord? Imaginons que je veux passer cours PTS, d'accord, à notre page.php qu'on a vu sur le site de Toto. Qu'est-ce que je vais faire? Le host ne change pas. Je vais faire un get sur page.php. On fait notre point d'interrogation, le query string, la chaîne de requête. On lui passe course et qui est égal à quelque chose. D'accord? Est égal à PTS, là, en l'occurrence, et on lui redonne le protocole HTTP 1.1. Donc, on voit que là, on travaille sur notre paramètre course et on lui assigne une valeur après notre query string. D'accord? Utiliser, je vous disais, généralement pour des données, des champs, remplir des champs, des données de formulaire. Le post, il peut aussi être présent au niveau du corps du message. D'accord? Alors, là, on fait un post sur login.php, d'accord? On va sur notre site exemple, www.exemple.site, pardon, et on voit qu'on lui passe quoi? Deux variables. Ok, notre séparateur, c'est la personne, c'est l'éperluette. Techniquement, c'est comme ça que on fonctionne en encodage URL et qu'on transmet de la donnée de toute façon. D'accord? Donc vous le verrez très souvent et vous verrez ces variables, on va passer notre temps à les modifier d'ailleurs dans Burp Suite. D'accord? Donc 2 variables, username, password et chacune une valeur. D'accord? Donc John et mypass. Donc comme on a vu précédemment, head c'est similaire à get, c'est similaire, pardon, mais il va demander uniquement les headers, les entêtes au niveau de la réponse. D'accord? Au lieu d'avoir le corps de la réponse avec toute la donnée, généralement, là on s'intéresse qu'au header. On a vu que pour nous, ça peut être intéressant puisqu'on va pouvoir récupérer des informations sur le serveur. Ok, les technos qui tournent, le serveur, est-ce que c'est un serveur Microsoft, Linux, Unix ou d'autres informations qui peuvent être intéressantes en fonction de ce que nous renvoie le serveur. Put, je te le disais, ça va permettre d'uploader un fichier sur le serveur, de téléverser en bon français. Et comme tu peux l'imaginer, ça peut être dangereux. D'accord? Si c'est autorisé et c'est mal configuré. Je vais pouvoir pousser, modifier des ressources. Ça devient croustillant. Si je militarise une image, j'injecte du code PHP avec un web shell. Si je demande de remplacer l'image, je sais pas, d'un chien sur un site. Donc t'imagines la petite photo. Toi, tu charges ta petite photo tranquillement dans ton navigateur, mais en fait, qu'est-ce qui se passe?
peut-être tu vas être piraté, tu vas pirater le serveur, d'accord? Puisque va y avoir des appels dangereux, à- même à distance, tu peux pousser un RCE via un web shop, d'accord? Donc voilà, encore une fois, hein, de toute façon, tout ce qui est upload, c'est extrêmement critique. Hein, que vous ayez dans votre application web la possibilité d'uploader des fichiers, c'est tout le temps un endroit juicy, hein, comme on dit, juteux, pour faire des attaques, on va pas se mentir. Et c'est pareil, tu fais une boulette, toi-même administrateur, tu peux quoi? Tu peux niquer ton serveur web, hein, écraser des ressources et faire un peu n'importe quoi. Donc on fait un put, on lui met le chemin vers la destination, hein, et on va put les datas. Donc pareil, rappelle-toi, on a quoi? On a nos 2 lignes de séparation et ensuite on injecte, hein, le put et tu put ce que tu veux en fait. Et c'est encodé. Le delete, pareil, pour effacer cette fois-ci un fichier d'un serveur et pareil, encore une fois une fonctionnalité qui doit être configurée de façon sage parce que si elle est mal utilisée, bah ouais, bien sûr, ça va entraîner du déni de service et de la perte de données. D'accord? Donc on peut effacer tout et n'importe quoi, je te laisse imaginer, encore une fois, je vais pas faire de dessin, je pense que ça coule de source. Au niveau de la syntaxe, c'est pareil, sauf que tu vois qu'on lui précise pas, comme on l'a fait euh, avec notre ami Put, il n'y a pas de Put data en dessous, on fait un delete et on lui demande le chemin vers la destination. Les options. Donc ça va nous permettre de faire des requêtes, hein, sur le serveur web et voir quels sont les verbes qui sont activés, donc les méthodes qu'on peut appeler en HTTP. Super utile pour nous, c'est le premier truc que vous allez faire en bug bounty, en pentest, hein, pour savoir quelles sont les possibilités pour interagir avec le serveur web, l'application web. Alors, on va pas rentrer dans les détails, hein, parce que ça mériterait des cours en soi. J'en ferai par la suite, hein, je vous donnerai les bases sur les interfaces de programmation qui font fonctionner la Terre entière, on va pas se mentir. Mais on a ce qu'on appelle du REST API, hein, donc des interfaces de programmation API. REST, d'accord. Alors il y en a plusieurs types, hein. Je vous ai parlé de SOAP, je vous ai parlé de GraphSQL, mais le reste est plutôt pas mal utilisé. Grosso modo, hein, si vous êtes curieux, ça va permettre, pourquoi REST? C'est ce qu'on appelle du Representational State Transfer Application Programming Interface. Donc grosso modo, hein, représentation du transfert de l'état d'une interface de programmation. Dur à traduire, mais grosso modo, hein, c'est le reste, une interface de programmation qui lui est propre et qui va nous permettre de faire des applications web un peu spécifiques, d'accord? Et quand on fait du REST, on va utiliser quasiment que des verbes HTTP, des méthodes HTTP, d'accord? Donc on les appelle des web services ou parfois des API ou parfois on parle de microservices. Donc ça, c'est vachement important à connaître, hein, puisque vous le verrez partout, et surtout si vous devez auditer. Donc comme je vous disais, comme ces applications se basent, hein, sur les verbes HTTP, il faut essayer de trouver un subterfuge et voir si on ne peut pas abuser des fonctionnalités de nos méthodes. D'accord? Alors, euh, par exemple, il y a des applications qui vont utiliser Put, d'accord, pour sauvegarder de la data, mais pas pour sauvegarder des fichiers. Et vous allez voir qu'au niveau de notre logique d'attaque, ou comment on peut détourner, ça a une différence. D'accord? Alors, avant de faire le distinguo entre put et le delete, hein, au niveau de nos méthodes, euh, il va falloir vous assurer que vous n'avez pas l'impact deux fois. D'accord? Puisque certaines méthodes se ressemblent, vous devez calculer le risque, hein, les impondérables. Qu'est-ce que pourra utiliser une partie malveillante, hein? Et tu vas te faire parfois comment dire, le raccourci dans ta tête et te dire, ah oui, mais bon, put et delete, toi tu le sais, c'est la même chose. Oui, mais c'est deux méthodes différentes. D'accord? Donc l'impact, il n'est pas unique, il est double, là en l'occurrence. Et on peut aussi confondre, hein, la méthode put, qui fait partie de l'interface de programmation REST, et tout simplement
la méthode put qui fait partie du protocole HTTP. D'accord? Alors, tu vas me dire quelle est la différence. Quand tu utilises la méthode put de REST API, ça va créer simplement un nouveau contenu. Donc c'est ça l'avantage, c'est que quand on fait une requête put, après on va aller vérifier si on n'a pas il devrait y avoir l'existence. Hein. Si on crée un fichier, forcément, on peut l'atteindre sur le serveur. Ok? Donc, si je crée un web shell en PHP sur le serveur, je viens d'injecter une putain de porte DOP et on va pouvoir communiquer avec notre web shell et faire tout et n'importe quoi. Du command injection, récupérer un river shell via une RCE, etc., etc. Donc, si vous avez suivi un petit peu, je vous ai parlé du protocole HTTP 1.1. Hein, cette syntaxe, on l'a vu dans les précédents exemples et les précédentes vidéos, on a host 2 points dans notre header, dans notre en-tête, quand on fait une requête. D'accord? Alors, le distinguo, c'est bon à connaître, c'est que je vous ai dit la dernière version, en effet, c'est bien la 1.1. Mais vous pouvez faire du downgrade. Hein, vous pouvez forcer le 1.0. Et le 1.0, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous pouvez tout simplement omettre, passer le host dans le header. Il n'y en a pas besoin. Je vous montre un exemple. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un option slash HTTP 1.0. D'accord? Je vais faire une méthode option. À la racine du serveur, je ne mets pas le host et en 1.0. D'accord? Donc, parfois, ça peut être activé sur certaines méthodes HTTP en fonction de l'hostname que tu vas pinguer ou analyser ou attaquer. Donc ça, encore une fois, regardez. Si vous n'avez pas moyen de jouer, et vous le savez, les techniques de downgrade, des fois, ça nous permet de faire des bypass, de contourner des sécurités, de nous faciliter le travail ou de détourner, de pousser la logique de l'application web à la faute. Tout ça, c'est du hacking. Donc maintenant, je pars du principe que vous comprenez un petit peu. On utilise des verbes pour faire des actions. C'est aussi simple que ça. Vous avez d'autres exemples, vous le savez, dans PowerShell, par exemple. En PowerShell, on utilise verbe et des nouns. Verbe, nom. D'accord? Donc, vous retrouverez ça dans certains langages de programmation. Là, le HTTP, notre protocole, utilise également des verbes qu'on appelle méthodes. Je m'arrête là. Je pense que c'est clair maintenant. J'ai assez insisté dessus. Donc maintenant, c'est un peu le temps de voir comment on va exploiter en fait un serveur mal configuré, un serveur web. Tout d'abord, en tant que pen tester, testeur d'intrusion, pardon, on va parler français, vous devez énumérer toutes les méthodes ou les verbes qui sont disponibles. Je te disais, c'est la première étape qu'on va faire. Ensuite, on peut essayer d'envoyer une option. L'option, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il va nous donner un hello. Tu l'as sous les yeux. Là, je fais un netcat sur le site de ma victime. Je lui passe une option. Tu vois que je fais un downgrade. L'option, je le cale quoi? Je le passe en 1.0. Du coup, j'ai pas le header. Et le hello, là, il me dit, écoute, en 1.0, tu as du get, du head, du post, du put, du delete. Et tu retrouves ton option. D'accord? Avec d'autres métadonnées du header. On voit la version du Apache et on est en 200 OK. D'accord? Ça accepte l'encoding, le content left, là, il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas le corps. On a fait quoi? Juste récupérer l'entête, donc c'est 0. D'accord? Connection close et content type en texte HTML. Donc, si je dois exploiter, abuser le delete, par exemple, il va falloir que je spécifie un fichier que je veux effacer du serveur. D'accord? Donc là, je vous montre une méthode non authentifiée d'effacement via notre méthode. Et ça peut tout simplement supprimer de façon arbitraire une ressource sur un serveur. Là, je lui fais une attaque de downgrade, pareil, je la passe en HTTP 1.0 et on fait un delete directement sur le pass to source.txt. D'accord? Donc, je crois, dans pass, il y a un sous-arborescence tout et j'efface dans cette sous-arborescence ressource.txt. D'accord? Et il me dit, OK, 200 OK, et ça t'efface à distance le truc. Donc, vous imaginez les dégâts.
On peut effacer une page de login. Là, on est dans des attaques de déni de service, de DOS. Euh, et t'imagines bien, il y a plus quoi? Il y a plus mon login PHP qui permettait la mire de connexion et l'authentification de mes utilisateurs. Pas de chance. Plus aucun utilisateur peut se connecter à ton site. Allez, bonne chance. Ensuite, on peut toujours plus loin. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Mais moi, j'aime bien le Command Injection. Ça commence à sentir bon. Ça sent bon. Ça a un petit goût de fumée, le Command Injection. L'OS Command Injection. Et après, notre Saint Graal, vous le savez, c'est le Remote Code Execution. Exécution de code arbitraire à distance. Alors, on peut exploiter du put. C'est plus complexe parce que il nous faut connaître la taille exacte du fichier qu'on veut uploader au serveur et on peut utiliser le VC. VC, c'est pas quand tu vas au chiottes, c'est plutôt un utilitaire Unix qui va compter les mots. Tu peux lui passer, tu peux grepper VC à, je te montre par exemple, tu fais un fichier qui s'appelle chat.txt, t'écris 15 lignes dedans, tu l'enregistres, tu fais un cat chat.txt et tu greppes et tu lui passes un VC, un -L. Là, il va te dire 15. D'accord? Grosso modo, tu as transféré le résultat du fichier, tu l'as pipé et tu le donnes à WordCount. Et WordCount, tu peux lui demander de compter le nombre de lignes. D'accord? Alors, tu as le -L, WC-L, c'est pour compter le nombre de lignes, de line, et tu as le -M, c'est pour compter la longueur en bytes, d'accord, de notre payload. Alors, si je lui mets un VC-M, notre payload s'appelle payload.php, tu vois qu'il te répond 20 payload.php. Donc, payload.php fait 20 octets. D'accord? Important. Alors, on continue. Maintenant qu'on connaît la taille, on peut quoi? On peut commencer à construire notre requête, qui est basée sur la méthode put. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux voir si je peux téléverser éventuellement des informations, notre payload, sur le serveur. Est-ce qu'il n'y a pas des informations d'ailleurs sur le PHP? Vous savez qu'on a des modes verbeux en PHP et on peut faire un PHP info. Cet appel à cette fonction, qu'est-ce que ça fait PHP info? Ça te donne pléthore d'informations sur la configuration. D'accord? Et c'est pareil, un mais de choix pour le hacker. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Techniquement, j'ouvre du code en PHP, j'ouvre mon snippet et qu'est-ce que je lui passe? Je lui passe PHP info. D'accord? On appelle, on met notre point virgule pour fin de l'instruction et on injecte ça, c'est notre payload. Payload.php, il y a quoi dedans? Il y a du code PHP, ça tombe bien, incroyable. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de pousser un shell. Tu es en train de pousser un shell, tu peux faire un shell plus complexe qu'on va appeler un web shell qui va nous donner encore plus de fonctionnalités sur le serveur. C'est comme ça que les pirates défoncent les serveurs web. Alors, faut qu'on apprenne à coder un shell et à l'uploader au serveur via du put. D'accord? Alors, on va regarder un peu le shellcode. Le shellcode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement exécuter du code qui va nous permettre de faire ce qu'on veut, d'arriver, de parvenir à nos fins. Alors, je te montre un River Shell, super simple. Tu sais que tu en as plein dans ton Kali, tu en as plein dans ton Parrot. À toi d'aller chercher. On a le PHP Monkey, qui est un des plus connus, et on en a tellement d'autres sur GitHub et tout ça. Je vous laisserai chercher. D'accord, parce que c'est assez sensible. J'ai pas envie de tout vous donner, mais voilà un PHP qui marche parfaitement, qui fait le bail. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ouvre en haut, on ferme en bas. On fait quoi? On fait une évaluation is7 sur le $_get. On lui passe quoi? On lui passe CMD. D'accord? Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas exécuter le code suivant uniquement si quoi? Si commande est passée en paramètre à get, d'accord? Et que c'est bien défini. is7. Parfait. On passe à la deuxième ligne. Là, on rentre dans notre boucle, d'accord? On ouvre, on ferme.
qu'est-ce qui se passe? On lit la commande à exécuter, d'accord? On appelle donc on initialise notre variable, hein, et on la déclare, qui s'appelle CMD. Comme on parle de variable, vous savez qu'on est avec des dollars. On reprend notre dollar get et en effet, hein, qu'est-ce qu'on lui a passé? Bah, si on lui a passé CMD, forcément, on va lire CMD. D'accord? On lit la commande à exécuter. Ensuite, on fait nos prêts. Hein, ça, c'est vraiment pour le formatage au niveau du texte. Et dans nos prêts, on va venir quoi? On va venir injecter le code. Le code, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter la commande en utilisant le système d'exploitation. On fait un syscall. Hein. Là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise shell exec et on lui passe CMD. D'accord? En paramètres. Donc, techniquement, on fait un appel système et il va exécuter notre code. Et notre code, maintenant, ça sera quoi? Eh ben, ça sera peut-être un paramètre qu'on va pouvoir appeler. Hein, et ce paramètre, on va pouvoir lui donner une valeur. Je vais pouvoir lui dire ls, je vais pouvoir lui dire quoi? pwd, je vais pouvoir lui dire Sean, je vais pouvoir lui dire ce change group, hein, etc., etc., etc. Je vais pouvoir injecter des commandes Unix, Linux. Pourquoi? Bah parce qu'on attaque de Linux, Linux, j'y arrive. D'accord? Et ensuite, on fait un écho sur result. D'accord? Parce que on veut quand même avoir quoi? La sortie de la commande. Hein, on est en train de travailler sur des flux. D'accord? Donc, si j'exécute une commande, tu veux qu'elle s'affiche. Toi, ta commande, elle s'affiche sur quoi? Bah, sur le standard output. Le standard output, c'est quoi? C'est ton écran. L'écran de ton terminal. Là, on est en train de pirater à distance un serveur. Comment tu veux que je l'affiche sur l'écran du serveur? Moi, je suis pas dans la baie serveur. Je sais même pas s'il y a des écrans dans la baie serveur. Donc, on redirige le flux de sortie, la sortie, le display sur l'application web en elle-même. Donc, bah, tu vas le voir dans ton navigateur. Incroyable. D'accord? Et c'est comme ça qu'on commence à pousser des trucs un peu bizarres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, je t'ai dit, maintenant, on vient d'injecter un nouveau paramètre qui s'appelle CMD et on peut quoi? Je lui mets un query string, mon point d'interrogation, je lui mets CMD, hein, puisqu'on lui a dit de l'appeler CMD. Donc si j'avais remplacé quoi? CMD par Toto le hacker, eh ben c'est pas grave, j'aurais utilisé le paramètre Toto le hacker et j'aurais donné une valeur. Et ces valeurs, c'est quoi? C'est tout simplement les commandes Unix. Là, on fait un ls, ça va nous permettre de lister le contenu d'une arborescence. D'accord? Et tu vois bien que la sortie est redirigée. C'est ce qu'on lui a demandé. Hein, et elle est redirigée directement dans ton navigateur. D'accord? Donc tu vois qu'on arrive à quoi? C'est ça qui est assez dingue. C'est à afficher ce qui est dans le serveur, d'accord? Dans ton navigateur. Ton navigateur, il était censé faire tourner une application web. Maintenant, on a le contrôle sur l'ensemble de l'ordinateur. D'accord? Et c'est que le début. Après, t'inquiète pas, on va pousser un reverse shell, on va se mettre bien, on va carrément rentrer dans le serveur à distance. Voilà, donc c'est les bases, hein. C'est plus compliqué que ça, vous vous en doutez, encore une fois, on fait pas de l'OSCP, d'accord? Donc encore une fois, tout va dépendre de votre niveau de connaissance, ça peut être du chinois, ça peut vous paraître facile. D'accord? Tout va dépendre. Je ne connais pas votre niveau en informatique. Hein, je connais même pas le mien. Parce que je suis autodidacte. Vous le savez. Donc, plus sérieusement. Voilà, hein, les bases. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le share aura toujours les mêmes permissions que le serveur web, hein, sur lequel il tourne. D'accord? Peut-être tu peux écrire un fichier, peut-être tu ne pourras pas. Et rappelle-toi, hein, sur du Nginx et de l'Apache, qu'est-ce qu'on a? On a un compte dédié, hein, je t'ai dit, au niveau du noyau, quand tu lances le serveur Apache ou Nginx, il a besoin de faire des appels, hein, au noyau, en bas niveau. Donc, le lancement, hein, les quelques microsecondes qui vont permettre de charger et de faire des appels vite fait au noyau, ça va se faire en route. Et après le route, en fait, il drop ses privilèges. C'est www-data qui a l'UID et le JID 33 degrés, hein, en haut de la pyramide, comme vous le savez. Et plus sérieusement, voilà, hein, vous allez être 33, donc vous n'êtes pas 0, d'accord? Puisque le route est tout en haut. 33, vous êtes le 33e compte. Donc vous n'avez pas les avantages du route.
d'accord? Donc voilà, les processus sont délaissés du root au compte www.data. Pourquoi? Pour compartimenter un tant soit peu. Pourquoi je te raconte tout ça en fait? Bah parce que, ok, tu as peut-être fait du command injection, tu as peut-être un paramètre, tu peux peut-être travailler dessus, tu peux même peut-être écrire des fichiers, mais tu écriras des fichiers, tu exécuteras des fichiers, tu supprimeras des fichiers, quoi, en tant que 33, pas en tant que root. Donc, il va falloir faire une escalade de privilèges. Ok? Et comment tu peux faire une escalade de privilèges? Bah, il va falloir pousser un reverse shell pour avoir un shell interactif pour travailler directement sur la machine. Tu vas pas tout faire dans ta barre de ton navigateur. Tu peux, hein, mais on appelle ça être masochiste. Je te laisse chercher la définition. Donc voilà, on peut lire des fichiers, c'est la fête du slip, hein. On fait du command injection, littéralement. On vient d'injecter un web shell. Enfin, là, c'est un shell classique parce qu'un web shell, vous avez carrément toute une interface qui va vous permettre de faire de l'exploitation. Ok, je vous montrerai quelques web shells qu'on poussera. Le C99 qui est pas mal. Enfin bref, je vous avais fait de toute façon une collection de shells que les Uber Script Kiddie Axor utilisent dans la nature. C'est sur le Discord. Faites une petite recherche web shell. Je vous avais mis un site qui les répertorie. Vous en avez d'autres. Hein. Il y en a des centaines d'échelles en fait, hein, techniquement. Voilà. Et puis, si vous avez besoin de lire un fichier système, bah ouais, un petit 4 ETC passVD. Parfois, attention, il y a un piège, il faudra utiliser des techniques plus évoluées, à savoir la remontée de chemin, hein, du pass traversal, et faire éventuellement, parfois, des local file inclusion, des LFI, LFI et des RFI, remote file inclusion. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois qu'on a vu les bases. Hein. Donc rappelez-vous que la méthode put a besoin que vous lui passiez la longueur du contenu. Hein. Et le meilleur moyen, je t'ai dit, c'est faire un petit world count. Ok, world count-m sur shell, 136 octets. D'accord? Tu connais maintenant la taille. Et tu peux t'en servir sur tout. D'accord? Pour connaître la taille, bon, tu peux utiliser ls, mais utilise wordcount-m, c'est beaucoup plus précis en octets. D'accord? Et ça te permet de compter des lignes, d'accord? D'un document, d'un fichier. C'est très utile, très très utile. Alors là, on va voir comment construire une requête put valide. Donc on fait notre put payload, downgrade, je me lui mets le content type, c'est du texte HTML. Le content left, ben on l'a calculé, c'est 136. Et après, tu vois qu'on injecte notre shell en PHP. D'accord? Et là, pareil, tu mets ce que tu veux. Tu peux remplacer CMD par Toto le hacker. Ok? Et tu peux remplacer la variable CMD par Toto. Tu peux apprendre la programmation et me faire ce plaisir pour comprendre. Ok? Et le prêt, je crois que c'est une balise pour formater. Hein, il me semble. Je suis pas développeur. Hein. J'en ai aucune idée en fait. Ah d'accord. Ah d'accord. L'élément HTML pré représente un texte préformaté, généralement écrit avec une police à chasse fixe. D'accord? Le texte est affiché tel quel. Les espaces utilisés dans le document HTML seront retranscrits. Tant mieux. Injecte. T'oublies pas de faire ton echo result, hein, sinon tu vas pas avoir de résultat, hein, d'accord? Bah il faut l'afficher. Hein. Donc tu fais un echo sur result et ta variable result, elle est initialisée. Hein. C'est notre appel shell exec, appel système, notre syscall, et on lui passe CMD en paramètre. D'accord? Donc voilà, j'espère que c'est clair. Si je fais des fautes, n'oubliez pas que je suis pas développeur. Hein. Je suis qu'un simple YouTuber. Laissez-moi tranquille. Donc, conclusion, les verbes, ça peut faire très très mal quand on utilise ces méthodes HTTP si c'est mal configuré et ça peut devenir dangereux. Le côté positif, c'est que c'est de plus en plus rare. Ça l'était il y a 10-15 ans. C'était même la fête du slip. J'en dirai pas plus. Mais voilà, hein, l'évolution des technologies web ont fait que, naturellement, heureusement, par défaut, les fichiers de conf sont bien meilleurs.
d'accord? Mais d'un autre côté, ben, tu peux trouver aussi beaucoup de quoi? Bah, de méthodes HTTP qui sont dangereuses, qui sont mal configurées sur des systèmes embarqués, sur des IoT, Internet of Things, l'Internet des objets, caméra IP, ok, enregistreurs vidéo, digitaux, tout ce qui est smart, tu peux être sûr que il y aura peut-être une mauvaise implémentation qui va permettre d'attaquer le système. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.